Mais il y a vraiment ce défi de la parentalité numérique, je pense, qui est de concilier exemplarité et conscience de nos vulnérabilités. On est vulnérable en tant qu'adulte par rapport à ces stratégies de captation de l'attention, par rapport à nos vies professionnelles qui nous sollicitent. Soit on vit dans un monde de sursollicitation et surtout on vit dans un monde où on est censé être tout le temps disponible. On doit être exemplaire pour nos enfants et donc montrer qu'on peut résister. Et c'est très difficile et souvent quand on écoute les enfants, ils disent « oui mais papa il est sur son téléphone mais c'est pour son travail ». Souvent les adultes se réfugient derrière cet argument du travail pour laisser une place trop importante au smartphone, à l'ordinateur, etc. Bonjour Virginie. Bonjour Elodie. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je suis ravie de t'avoir au micro de Blue Map aujourd'hui. Alors, on va parler des écrans. Les écrans, on peut le dire, sont partout. Mais c'est vrai qu'entre les peurs, les injonctions contradictoires, c'est pas un sujet forcément évident à gérer avec nos enfants. Mais avant d'aller plus loin, je voudrais qu'on parle un petit peu de toi. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu comment tu t'es intéressée à l'éducation aux médias ? Est-ce que ça fait écho à ton parcours personnel ou à des valeurs que tu portes depuis longtemps ? Oui, ça fait longtemps que je m'intéresse à la puissance des images, au rôle des médias dans la manière dont on se représente le monde, les autres. J'ai fait un doctorat en sciences de l'information et de la communication. Je me suis intéressée surtout à la représentation des femmes, et notamment des femmes issues des minorités. Et donc, voilà, c'est quelque chose qui m'a beaucoup toujours interpellée. J'ai aussi créé une association d'éducation aux images. Et donc, j'ai été sur cet engagement de comment quand on a compris un petit peu la fabrique des images, des représentations médiatiques, comment on transmet ce savoir aux plus jeunes, mais j'ai envie de dire aujourd'hui même aux adultes, pour être plus conscient de ça et puis aussi être en mesure aussi de les faire produire leurs propres images. Donc oui, c'est quelque chose qui m'intéresse depuis longtemps et qui ne cessera, je pense, jamais de m'intéresser, puisque là, avec l'irruption de l'IA, je trouve que ça s'intensifie. Oui, ça s'intensifie parce qu'en fait, la possibilité pour tout un chacun de produire des images, sans toujours en maîtriser d'ailleurs le sens ni la finalité, ça n'a jamais été aussi... Ça devient de plus en plus facile. Exactement, c'est plus facile, c'est plus puissant, on est dans une saturation d'images, donc je pense que cette éducation-là et cette préoccupation-là, elle est vraiment, c'est vraiment devenu une urgence citoyenne. Et c'est vrai que les écrans, il y en a toujours eu. Il y a toujours eu, peut-être pas, mais en tout cas, depuis plusieurs années, on vit avec des écrans de différents types. Pourquoi est-ce qu'on en parle autant maintenant ? Et est-ce que ça s'est intensifié finalement ces dernières années avec l'époque qu'on est en train de vivre ? Je pense qu'il y a 9 ou 10 écrans par famille. Clairement, il y a eu l'émergence aussi d'un écran total qui est le smartphone, qui est greffé à notre main, qui est greffé à notre esprit aussi, puisqu'on vit au rythme des notifications, etc. Donc je pense que l'irruption du smartphone, ça a été vraiment un moment de bascule dans notre rapport aux écrans, puisqu'en fin de compte, avant... le rapport au cinéma, d'accord, qui pouvait être fascinant, hypnotique, qui a pu être critiqué aussi en son temps, puis la télévision, là, qui s'est vraiment introduit dans nos foyers, donc avec lequel on entretenait un rapport plus intime et moins collectif. Et puis aujourd'hui, le smartphone, qui potentiellement nous sépare les uns des autres, avec un pouvoir aussi de connexion énorme. Ça a été vraiment un moment de bascule, d'amplification et d'intensification, je pense, des problématiques de fatigue en fait, cognitive qu'on ressent, parce que ça agit aussi comme une sorte de laisse, en fait, qui nous relie tout le temps au travail, qui nous relie aussi toujours aux autres, alors pour le meilleur et pour le pire, et donc on est dans cette tension permanente. Et puis, on voit que les écrans deviennent de plus en plus invasifs aussi. J'ai testé récemment les lunettes, là où on est connecté, on peut prendre des photos. Donc, je pense que toute cette miniaturisation aussi, cette invasion progressive des écrans dans nos corps, d'ici 10 ans, 20 ans, va advenir assez rapidement. Donc oui, c'est
C'est une amplification, une intensification et aussi avec des innovations technologiques qui vraiment refont la relation homme-machine. Enfin, je veux Mmh. dire, c'est quelque chose qui transforme profondément. Parce qu'on parle pas juste du téléphone quand on parle des écrans, c'est effectivement quelque chose de beaucoup plus large Bah, comme bien sûr, oui, dénomination. c'est bien sûr plus large, mais je pense que l'écran du téléphone est quand même celui qui, dans nos vies quotidiennes, Bien sûr, en tant que parent notamment, est celui qui est le plus problématique. bien sûr. Alors on en parle effectivement beaucoup, mais est-ce que tu peux nous rappeler, l'impact, finalement, les effets en fait Mmh. connus de la surexposition, aux écrans, et notamment chez les enfants? Ouais. Alors, il y a déjà la question, ben, de la surexposition qui fait débat, parce qu'à partir de quand il y a une surexposition? En tout cas, sur les petits, ça ne fait pas débat. Enfin, aujourd'hui, il y a un consensus scientifique qui est assez clair pour dire que, avant 3 ans, les écrans, n'ont quasiment aucune utilité, notamment, quand les enfants sont seuls. À la limite, quand, il y a un appel, vidéo FaceTime avec les grands-parents, bah, ça peut, être intéressant pour entretenir le lien ou des choses comme ça qui ont montré que, voilà, quand l'enfant n'est pas seul, dans une perspective de Ça communication, pourquoi ça pas? a pas Et trop puis d'impact ça. non, ça n'a pas Mmh. enfin, ça n'a pas trop Mmh. d'impact. Et puis, de pouvoir, aussi de manière extrêmement ponctuelle, voilà, regarder des vidéos. Après enfin, je veux dire, même si le consensus scientifique maintenant c'est dans le carnet de santé, enfin voilà, il y a un consensus scientifique et même je dirais social, politique, sur, cette prise de conscience. La difficulté, c'est, de mesurer l'écart entre, ce savoir et nos pratiques et la Mmh. réalité des pratiques et la réalité de l'exposition des enfants aux écrans. Donc, malgré ce consensus scientifique, la difficulté quand on est du côté des parents, c'est de voir à quel point pour une maman solo, par exemple, c'est extrêmement difficile d'échapper à l'écran qui peut servir de nounou pour occuper l'enfant le temps qu'elle fasse une course, un peu de ménage, etc. Donc, voilà, il faut être vigilant aussi quand on accompagne, voilà, ces discours-là. Enfin, voilà, je trouve faut toujours se mettre à la place des parents dans toute leur diversité, parce que même si on dit récemment, les discours se durcissent pour dire, bah, il faut éviter les écrans avant 6 ans. En fait, éviter les écrans, ça veut dire aussi avoir des alternatives aux écrans. Et tous les parents n'ont pas des alternatives aux écrans et n'ont pas la possibilité, voilà, soit de les faire garder, soit de leur offrir des activités, Extrascolaire, de bien sûr. temps, Mmh. qui nécessitent du temps, en fait, et de la disponibilité. Donc voilà. Mais en tout cas, pour répondre clairement à ta question, oui, il y a un consensus. Les enfants, d'ailleurs, ça s'appelle le déficit de transfert vidéo. Les enfants, avant 3 ans, ils apprennent très peu, ils apprennent pas, en fait, en vidéo. Ils ont vraiment besoin de manipuler, de toucher, d'être dans l'interaction humaine. C'est comme ça qu'ils apprennent, c'est comme ça qu'ils apprennent à construire une relation au monde, à comprendre les autres. Donc ça n'a pas de, on peut pas défendre un intérêt éducatif des écrans Là-dessus, avec ouais. un enfant Mmh. seul. Et c'est vrai qu'on parle aussi beaucoup de retard de langage, je crois aussi Oui, d'impact sur le sommeil. J'ai même entendu des troubles posturaux, parce que on est toujours un peu ouais. avachi. Enfin, c'est vrai que ça fait assez peur au final, Oui, oui, bah, les ces effets. effets, bah, c'est Servan Mouton qui a co-présidé le rapport enfant-écran à la recherche du temps perdu, qui a fait un consensus qui a récemment sorti un tract chez Gallimard qui s'appelle Désastre sanitaire autour des écrans et de l'impact en fait des écrans. Et donc c'est aujourd'hui voilà, un problème de santé publique. Maintenant, c'est comment on fait en termes de politique publique et nous, à la maison, concrètement, pour faire face à ce tsunami d'écran. Parce qu'avoir conscience des problèmes, c'est vrai que c'est une première étape. Il y a encore un grand travail de sensibilisation à faire. Et c'est après comment on transforme ça en pouvoir d'agir, en capacité de créer des alternatives, de résister finalement à cette captation de l'attention et en fait, à la manière dont les écrans vont combler et vont se mettre dans des espaces dans nos relations entre nous et nous-mêmes et aussi entre nous et nos enfants. Enfin, ouais. Et donc, voilà, ça, c'est ça qui va être une difficulté. Mais effectivement, on trouble de l'attention, de la mémorisation, on trouble de l'humeur et on voit aussi que voilà, que les effets sont majeurs et tout au long de la vie, à des moments aussi de grande vulnérabilité pour les enfants et les adolescents
adolescents qui ont besoin de se construire en étant en interaction directe avec les autres, en interaction aussi pour les plus petits avec la matière, avec les autres êtres humains. Donc voilà, il faut absolument limiter les écrans et puis avoir une relation au contenu qui soit consciente et Saine. qualitative. Et ça, c'est aussi, je dirais, un enjeu voilà, d'accompagnement et de soutien aux parents. Aux parents, oui. Mm. Et c'est vrai que du coup, tu l'as dit, avant 3 ans, ça a effectivement aucun intérêt pour Oui. un enfant d'être face à un écran. Mais alors du coup, la question qu'on se pose, c'est à partir de quand on peut commencer à introduire les écrans? Est-ce qu'il y a des repères clés en termes d'âge pour ça? Oui, alors il y a les 3-6-9 de Serge Tisseron qui forment des balises extrêmement claires et dont le site internet est extrêmement bien fait avec des repères très clairs sur comment introduire les écrans à chaque âge et selon aussi le développement cognitif, émotionnel de l'enfant. Après, je voudrais quand même dire que moi, par exemple, mes enfants, ils ont regardé avant 3 ans des dessins animés que j'ai par la suite énormément culpabilisés. Et je dis ça simplement pour dire que c'est pas parce qu'on sait qu'on fait et que voilà, il y a aussi cette conscience qu'on doit partager entre parents, entre experts aussi, et puis la réalité de la vie quotidienne, où parfois pendant les vacances, on va pouvoir regarder la téloche et parfois des dessins animés, et voilà, et je pense que c'est pas pour autant un drame, parce qu'on arrive à un moment aussi où il y a un tel niveau d'anxiété et presque de... voilà, de un peu culpabilisation et de sur le sujet, hein. culpabilisation et de radicalisation aussi sur ces sujets-là, qu'il y a des parents qui se demandent s'ils sont pas des mauvais parents parce que leurs enfants ont regardé 3 épisodes de Pat' Patrouille. Donc, il faut aussi voilà, avoir un peu de bon sens et se dire que même si son enfant de 2 ans et demi a regardé un dessin animé avec un grand frère, parce que je pense que la problématique, c'est vraiment la fratrie. En fait, quand on n'a qu'un enfant, ça va. Mais quand vous avez un enfant, par exemple, de 7 ans et un autre de 3 ans, et que celui de 3 ans est censé ne pas regarder les dessins animés, mais que vous avez autorisé à celui de 7 ans à pouvoir peut-être faire une petite partie de jeu vidéo ou un petit dessin animé, là, c'est là où ça va poser quand même problème. Et c'est vrai que souvent, les derniers enfants arrivés dans la famille sont un peu plutôt exposés aux écrans, mais c'est pas non plus un drame. Ce que je veux dire, voilà, c'est qu'il faut aussi avoir du bon sens. Et quand on parle de surexposition, évidemment, un enfant de 3 ans qui est 2 heures, 3 heures, 4 heures par jour derrière un écran, là, on sait que ça va poser des problèmes de développement majeurs. Mais si c'est un dessin animé de temps en temps, ou parfois sur sur des temps qui sont ritualisés, je pense que ça sert à rien non plus de surculpabiliser les parents et surtout les mères, parce qu'il faut quand même dire aussi que les parents qui sont vraiment en première ligne de ces préoccupations-là, c'est les mères. Donc, quand on organise des ateliers parentalité numérique ou des rencontres, mais il y a 90% de mères. Donc, les femmes, elles se sentent particulièrement concernées par ces questions-là. C'est les premières à culpabiliser aussi. Donc, ça voilà. rajoute à la charge mentale qu'elles ont déjà. Donc franchement, parce que en fait, les écrans, ça peut alléger la charge mentale par certains aspects quand on a des journées de malade où on court partout, où parfois on a juste besoin de souffler, juste besoin d'un temps calme ou juste besoin aussi de préparer un repas, etc. Et donc, voilà. Mais c'est la mesure, en fait. Exactement, aussi, c'est la mesure et c'est le bon sens. Et parfois, on a le sentiment que les débats perdent un peu cette boussole du bon Bien sens. sûr, ouais. Et c'est vrai que, et c'est pas parce qu'on a introduit les écrans finalement tôt qu'on peut pas changer les choses et finalement rien n'est figé. Revenir en arrière. Mais bien sûr. Il faudra peut-être rééduquer, ce sera un peu de sensibilisation et puis de peut-être, je sais pas si on peut dire de négociation avec son enfant, mais c'est pas parce que ça a été introduit tôt que c'est fini, qu'on peut pas revenir en arrière et qu'on peut rien changer. Exactement. On peut faire des bêtises, on a le droit de se tromper, bien sûr. On a le droit de prendre des mauvais chemins. Et après, ce qu'il faut dire aussi, c'est que renégocier, c'est plus douloureux. C'est-à-dire que les parents qui, par exemple, autorisent leurs adolescents à dormir avec les smartphones et qui, après, se rendent compte qu'en fait, l'ado trouve pas le sommeil, qu'il est connecté jusqu'à pas d'heure, qu'il se réveille parfois la nuit parce qu'il a des notifications, c'est très difficile après de renégocier, de dire « Attends,
en fait, je vais reprendre ton smartphone et puis tu vas le mettre et tu vas dormir sans ton smartphone. Donc, c'est vrai que c'est mieux pour les parents. Maintenant, les jeunes parents, je trouve que c'est génial aussi pour eux d'avoir toutes ces informations. Après, pas trop d'informations non plus, mais les informations qu'il faut avoir pour définir un cadre assez clair et évolutif tout au long de leur, voilà, des enfants, des âges des enfants. Alors que les parents qui... Enfin, moi, par exemple, ma génération, enfin, moi, ma fille qui a 17 ans, elle a grandi avec TikTok, mais on n'avait pas toutes les informations sur TikTok. Donc, Bien sûr. voilà, et c'est difficile de renégocier a posteriori, mais c'est possible. Bien sûr. Et on peut, voilà, ça peut être assez confrontant, challengeant, Bien ça sûr. peut provoquer Mais c'est pas trop tard. Mais Voilà, c'est faut pas être trop tard. Il y a toujours bien faire. Il est jamais Non, trop mais tard. il est jamais quoi. trop tard. Et puis surtout, je pense que c'est une question de posture aussi. C'est-à-dire qu'avec les adolescents, pas avec les enfants, mais avec les adolescents, je pense que les adolescents, ils ont pleinement conscience quand on leur parle de... par exemple, la question du ressenti d'addiction ou de leur dépendance au smartphone, aux réseaux sociaux. Si on n'est pas dans une posture trop jugeante et trop moralisante, ils peuvent aussi exprimer une forme de vulnérabilité, qui est une vulnérabilité qu'on partage. Et on peut aussi faire alliance avec nos ados. Alors, ça se construit, hein, Bien sûr. pour les sensibiliser et leur dire, mais en fait, si tu n'arrives pas à réviser, c'est normal que tu ne sois pas concentré. Tu reçois 150 notifications. À la minute, Donc, bien sûr. c'est pas toi qui est en cause, c'est pas toi qui est faible, c'est un système qui t'empêche de te concentrer et on est tous dans le même bateau. Ouais. Donc voilà, tout est toujours renégociable et Bien rediscutable. sûr. Et tu parlais du 3-6-9, donc 3 Oui. ans, c'est avant pas d'écran. Pas d'écran. 6 ans, c'est quoi du coup Oh. Et 9 ans, j'imagine 6 ans, 9 ans, c'est rester quand même très présent avec l'enfant, introduire tout ce qui est dessin animé, ça peut être les premiers jeux vidéo, etc. À partir de 9 ans, c'est accompagner l'enfant dans son exploration d'Internet, en étant avec lui, en lui donnant des repères aussi sur comment faire une recherche. Et à partir de 12 ans, c'est lui laisser progressivement plus d'autonomie. Bon, là, je le fais en très résumé. Bien Vous sûr. avez vraiment les choses qui sont très bien détaillées. Alors après, c'est des balises. Il ne faut pas non plus dire « Ah, tiens, il a 6 ans. Maintenant, Enfin, Oui. on sait très bien que ce sont des repères qui sont très utiles parce que ça donne des balances. Mais après, Ça permet de structurer, mais on adapte exactement. en fonction... Et puis, il faut adapter en fonction de son L'enfant, enfant. Et ouais. si vous avez plusieurs enfants, on voit très bien qu'ils ne sont pas tous Bien pareils. Certains peuvent être plus sensibles, par exemple, voilà, à certains jeux, à certaines images. Donc, il faut voilà, faire à sa sauce, entre guillemets. Mais c'est quand même des repères très utiles. Et puis, dans le cas d'une fratrie, c'est ce qu'on disait. Si on Ouais. a des aînés, il y a des choses que des plus jeunes sauront peut-être un petit peu plus tôt que des enfants Oui. qui sont des enfants... Et moi, ce que je trouve intéressant dans les fratries, c'est aussi de responsabiliser ou d'inviter les aînés à faire découvrir aux plus petits aussi des choses qui peuvent être intéressantes dans leur propre pratique. Et ça peut aussi créer... je trouve que quand ça vient de... voilà, d'un grand frère ou d'une grande sœur, par exemple sur les réseaux sociaux, de ce à quoi il faut faire attention, de ce dont il faut se méfier, des bêtises qu'eux ont pu faire et dont ils se sont rendus compte et que finalement ils veulent protéger leurs petits frères et leurs petites sœurs. Je trouve que c'est bien de laisser cet espace-là aussi. Ouais, et le message est reçu complètement différemment que des parents. Ouais. Clairement, ça passe mieux, bizarrement. Oui, ça passe mieux parce que... après, ça passe mieux parce que c'est du vécu aussi. Bien sûr. Parce que nous, on est la première génération de parents. Finalement, on doit relever un défi avec ça, bien sûr. Et d'élever des enfants qui sont connectés au smartphone, qui sont connectés aux réseaux sociaux, alors que nous-mêmes, on ne l'a pas vécu. Donc, c'est une réalité qui, pour nous... et puis, même si on est sur les réseaux sociaux, on n'est pas sur les mêmes réseaux sociaux qu'eux. Il n'y a pas forcément les mêmes codes. Et puis, on l'a appris aussi, on n'est pas sur les mêmes. Mais je trouve que, du coup, on a un rapport à ça qui est complètement différent, dans le sens où, quand c'est arrivé dans nos vies... on était déjà adultes, donc avec un regard critique et un recul qui est complètement différent, comparé à des enfants qui vivent avec ça dès le début et qui finalement ont peut-être pas ce regard critique. Comme moi, je suis pas sûre que tous les adultes aient beaucoup de recul. Ah, tu crois ? Ouais. Et d'ailleurs, j'en parlais avec un adolescent qui disait, mais on a tous notre crise d'ado sur les réseaux sociaux quand on les découvre. Exactement. C'est pas faux. Parce que je pense qu'il y a plein d'adultes, quand ils découvrent les réseaux sociaux, et même, je dirais, des grands-parents qui découvrent Facebook, etc., et qui sont...
voilà, qui peuvent être dans à la fois une fascination et puis plonger Mmh. dedans et ne plus donc il y a je suis pas sûre que les adolescents d'aujourd'hui soient moins critiques que ce que nous, on l'a été en tant qu'adultes quand on a Ouais, découvert peut-être, ouais. aussi le pouvoir, voilà, des réseaux sociaux et leur Bien potentiel. sûr, ouais. C'est pas faux. Et est-ce qu'il y a des contenus à privilégier et à éviter, pareil en fonction des âges? Bah, déjà, la base, c'est de respecter aussi les limites d'âge, hein, pour les jeux vidéo avec, le référentiel, PEGI et puis, sur, toutes les plateformes, sauf, certaines, mais en tout cas, YouTube Kids référence un certain nombre de contenus qui sont adaptés et puis, sur la télévision, publique, bah, l'Arcom a cette signalétique, jeunesse qui permet quand même d'avoir, pour ce qui concerne en tout cas la violence des images, après, sur la question, des jeux vidéo, je pense qu'il faut être conscient que tous les jeux qui sont gratuits, ont parfois un potentiel, addictif, qui est très fort parce qu'il y a ce système, en fait, de Ça a été récompense. pensé pour ça C'est d'ailleurs. pensé Mmh. pour ça, et que, parfois, bah, les jeux sur console ou tablette, s'ils sont bien accompagnés et bien gérés, peuvent être, davantage, je dirais moins problématique en termes de ce que ça va générer, c'est la question, la plus problématique, c'est celle de la récompense. Après quand, en fait, et la question du flux. Mmh. En fait, quand vous mettez, je sais pas, un enfant de 8 ans et que vous regardez un dessin animé avec lui qui a un début, une fin, bon, ben, en fait, vous partagez quelque chose ensemble que vous pouvez commenter en direct et après qui va s'inscrire dans une mémoire que vous pourrez remobiliser. Enfin, c'est quelque chose de chouette aussi Bien de, sûr. de partager tout ça. Quand on se met devant des plateformes avec l'autoplay qui redémarre, 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 donc ça donne l'impression d'un flux et donc c'est très difficile de borner. Donc la chose, c'est de aussi borner le temps au-delà de la qualité du contenu. Et puis sur la dimension interactive, de veiller à ce que la question de la récompense, elle soit pas au cœur du dispositif, mais que ça soit plutôt la question du jeu, en fait, et le Mmh. plaisir du jeu qui soit au centre de ce que vous proposez à Mmh. l'enfant. Et puis aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de plateformes qui permettent aussi d'avoir des informations, enfin des médias qui font de la curation et voilà, qui nous permettent, enfin, de trouver, je trouve, une foultitude de contenus de qualité. Je trouve qu'aujourd'hui, la difficulté, c'est pas tant tous les contenus. Justement, on a tellement de contenus, on ploie enfin, cette surcharge de. C'est plutôt la question de l'intentionnalité. C'est-à-dire qu'on n'a pas du mal à trouver des contenus de qualité, mais c'est avant se dire qu'est-ce que je veux regarder. En parler Mmh. peut-être avec l'enfant, qu'il y ait aussi un échange autour de ça et avoir une intentionnalité avant d'allumer l'écran, avant d'allumer la télé, avant d'allumer la plateforme, parce que sinon, on est complètement aspiré par cette logique du choix. Et parfois, enfin, qui n'a pas passé une soirée devant Netflix ou autre plateforme à regarder À tous les binger, choix et puis finalement se dire, ah, mais des fois, parfois même renoncer parce que, il y ah, a mais, trop, ouais. enfin, parce que en fait, trop de choix tue le choix. Ouais. Et on est face à tellement de choix, justement, et de choix et des contenus qui peuvent être de qualité. Donc, c'est vraiment toujours penser à l'intentionnalité, y penser avant. Qu'est-ce que je veux regarder? Pourquoi je veux le regarder? Pourquoi on va le regarder ensemble? En parler avant, si possible. Je trouve que ça aide beaucoup à Mmh. pas se laisser piéger. Et puis après, contenu de qualité. Oui, on dit toujours oui, contenu de qualité. Mais on a le droit de se détendre, on a le droit de se divertir. Et parfois... je sais pas, regarder une émission je sais pas, de cuisine. Est-ce que c'est un contenu de qualité d'un point de vue culturel, éducatif? Peut-être pas, mais ça peut être aussi partager une passion commune. Et voilà. Et donc là, c'est ce qu'on disait aussi sur la question du bon sens, c'est que la question du contenu de qualité avec les enfants en bas âge, oui, évidemment. Mais je trouve qu'avec des enfants un peu plus âgés ou des adolescents, on a le droit aussi de partager voilà, Oui, et puis des avoir cette contenus notion de de. plaisir, quand Exactement, même, cette notion de c'est plaisir dont on ne mmh, parle jamais, exactement, ou ouais, ouais. trop rarement. Ouais, et c'est ce qu'on parle aussi en termes de distinction, enfin, c'est ce Mm. qu'on dit, pardon, entre écran passif, Oui, écran actif, enfin, qui sont plus dans la partie,
éducation. Oui, Donc ça, c'est effectivement, comme tu disais, avoir l'intention qu'on a à partir du moment oui, où on se dit, OK, on va aller sur un mm, mm. écran, quel qu'il soit, que ce soit la télé, Oui. une tablette. L'intentionnalité et puis Mm. la présence. En fait, vraiment, c'est ce que toutes les études montrent et moi, à travers les recherches que j'ai fait récemment, et là, je trouve qu'il y a aussi un consensus assez fort qui émerge sur le fait que ce qui fait vraiment la différence, c'est la présence humaine autour de l'écran, un écran partagé. C'est-à-dire que si vous êtes avec votre enfant en train de regarder un dessin animé, un film, peu importe en fait ce qui vous fait plaisir et ce qui lui fait plaisir, ça sera toujours mieux que de le laisser seul devant un jeu interactif, mais soi-disant hyper éducatif. Et en fait, cette question de la disponibilité du parent, je pense qu'elle est au cœur de la problématique de la gestion des écrans, parce que souvent, pour avoir la paix, Mhm. on donne l'écran à notre enfant, pas pour passer du temps avec lui, mais justement pour que l'écran prenne en charge en fait ce temps dont nous, on a besoin Ouais. pour nous. Et je crois que là, il y a vraiment quelque chose qui est très difficile à résoudre dans la vie quotidienne des parents. Oui, parce qu'on disait, bon, il y a effectivement des effets néfastes, mais il y a aussi des choses bien qui viennent avec les écrans, heureusement d'ailleurs. Oui. Bon, alors, c'est pas une question d'avoir un babysitter ou une babysitter à domicile, mais il y a aussi du bon. Oui. Enfin, ça Bien permet sûr, quand même il y a pas plein mal de de choses. découvertes et puis il y a plein de choses qui sont voilà, source de joie, de découverte, d'apprentissage et de partage, Mhm. en fait. Et aujourd'hui, on grandit dans un monde où les écrans font partie de nos vies. Donc, c'est quasiment vital. C'est comme une langue. En fait, si on ne la parle pas, on est analphabète. On ne peut pas évoluer dans le monde d'aujourd'hui si on ne maîtrise pas, en fait, cette relation consciente, citoyenne, apaisée aux écrans. Bien Donc, sûr. il y a un enjeu éducatif et de soutien des parents qui est crucial. Et je pense que le premier, la première étape aussi en tant que parent, en tant que citoyen, c'est de faire ce petit inventaire personnel, de se dire quelle relation j'entretiens moi avec dans ma manière de m'informer, au-delà de la question de l'outil et voilà, pour revenir sur la question des contenus, c'est-à-dire vers quel contenu je vais intentionnellement Ouais. et toujours garder cette boussole en fait de l'intentionnalité. Et ça commence par soi. Ça commence par soi, en fait. On ne peut pas être exemplaire. On ne peut pas, d'un coup, même si on peut suivre tous les conseils du monde, on peut avoir toutes les bonnes pratiques, chartes de bonnes pratiques, etc. On n'arrivera jamais à les appliquer si soi-même, on n'a pas fait ce moment aussi un peu d'analyse de ce qui conditionne notre relation avec ces outils. Mais ça, c'est hyper important parce que c'est vrai que bon, on montre l'exemple en tant que parent. Enfin, en tout cas, les enfants apprennent souvent en nous regardant. Oui. Et il faut aussi se poser la question de notre relation aux écrans, au téléphone. Et c'est vrai que alors c'est encore une injonction contradictoire, etc. Bien sûr, mais c'est vrai qu'on est avec nos téléphones assez régulièrement. Donc comment, à ton avis, on peut effectivement arriver à éduquer nos enfants et leur expliquer finalement les effets néfastes quand ils nous voient avec, notamment, alors je parle du téléphone, mais autres, avec... très régulièrement, voire tout le temps. C'est pas forcément évident d'être crédible finalement quand on dit ça, alors qu'on est avec cet objet ou devant un écran très régulièrement. Mais il y a vraiment ce défi de la parentalité numérique, je pense, qui est de concilier exemplarité et conscience de nos vulnérabilités. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est vulnérable en tant qu'adulte par rapport à ces stratégies de captation de l'attention, par rapport à nos vies professionnelles qui nous sollicitent. Soit on vit dans un monde de sursollicitation et surtout on vit dans un monde où on est censé être tout le temps disponible pour répondre à ces sollicitations numériques. Et on doit être exemplaire pour nos enfants. Et donc montrer qu'on peut résister aussi à cette sollicitation. Et c'est très difficile et souvent,
dans les ateliers de parentalité, et quand on écoute les enfants, ils disent oui, mais papa, il est sur son téléphone, mais c'est pour son travail. Mm. Ou maman, voilà, c'est pour son travail. Et en fait, souvent, les adultes se réfugient derrière cet argument du travail pour laisser une place trop importante dans la vie de famille au smartphone, à l'ordinateur, etc. Donc, on est à cet endroit où on sait qu'il faut être exemplaire. On sait que si on ne sait pas nous-mêmes se détacher, en fait, et préserver des temps qui sont des temps et qui peuvent être courts, mais des temps de qualité pendant les repas, par exemple, pendant des moments de pause partagée, en fait, où on arrive à éloigner et à se déconnecter pendant un temps, on ne peut pas être cohérent, en fait. On ne peut pas être cohérent. Enfin, les enfants observent, en fait, Bien sûr. cette incohérence et cette contradiction. Donc, c'est à chacun de faire son propre chemin. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je parlais un peu d'introspection et d'inventaire personnel, parce que, en fait, si on passe pas par cette phase-là de contrôle aussi, qui implique un contrôle aussi, et puis une meilleure maîtrise de la place qu'on accorde à l'attention qu'on porte aux autres quand on rentre chez soi, et à cette conscience que finalement le smartphone vient sans arrêt impacter et interférer dans cette relation. C'est extrêmement compliqué de faire passer des messages à nos Bien enfants. sûr. Enfin, je veux dire, ils vont nous renvoyer très rapidement en effet miroir. Bien sûr. Alors justement, voilà, comment faire en fait sans être parfait? La question du siècle. Voilà. Comment être un modèle sans être parfait pour nos enfants? Je pense que la réponse est dans la question, c'est-à-dire ne pas être parfait, c'est accepter aussi son imperfection, accepter ses vulnérabilités, accepter que on fait comme on peut. Mais en avoir conscience, c'est déjà énorme. C'est-à-dire qu'à ce moment-là de la conscience de comment on développe cette relation, et de dire parfois excuse-moi, en fait, je n'arrive pas à me concentrer sur ce que tu dis parce que je suis trop sollicitée par mon téléphone. Je vais éteindre mon téléphone, je vais le mettre en mode avion le temps que tu me parles. Bon, je sais pas, exemple type, où je n'arrive pas à lire. Tu vois, là, je n'arrive pas à lire parce qu'en fait, j'ai tout le temps mon téléphone. Enfin, je pense que les enfants, en tout cas les adolescents, sont vraiment sensibles et c'est pas reconnaître sa vulnérabilité, c'est pas l'expression d'une défaite, en fait. C'est juste dire, on est dans le même bateau. En fait, il y a des cerveaux géniaux qui travaillent toute la journée à nous retenir au maximum notre attention en ligne, parce que c'est leur modèle économique. Et donc, comment on fait pour résister à ça? Et dans une vie aussi quand on a une vie urbaine, une vie active et une vie professionnelle, cette accélération et cette sollicitation numérique, elle est encore plus croissante. Donc, je pense que accepter qu'on n'est pas parfait, c'est quand même le début de l'exemplarité, en quelque sorte, d'une exemplarité qui a comme colonne vertébrale une cohérence. C'est-à-dire d'essayer d'être le plus cohérent possible entre les contraintes qu'on a, de pas essayer d'être un parent parfait, parce que en fait moi souvent je trouve que moi-même je culpabilise énormément régulièrement de ne pas être assez présent, mais je fais ce chemin de me dire mais on fait ce qu'on peut, et même de dire je culpabilise de ne pas être assez présente parce que j'aimerais avoir plus de temps, j'ai l'impression que mon organisation pourrait être plus optimale, etc. Mais en même temps, ça invite à se questionner sur je sais pas, ce culte de la performance dans lequel les parents et l'ensemble de la société aussi nous poussent à être toujours au top. En fait, on ne peut pas. Si déjà on arrive un peu à lâcher là-dessus, je trouve que c'est plus... Voilà, la vie devient un peu plus sereine. Mais c'est un combat c'est un combat permanent, un combat de tous les jours. Bien sûr. Et quand on parle d'injonctions contradictoires, il y a aussi, pour les parents, à gérer le fait qu'à l'école, les écrans sont de plus en plus présents. Alors, je ne parle pas forcément dans la cour de récréation avec les téléphones, mais les équipes pédagogiques, maintenant, pour l'apprentissage, utilisent des tablettes, des écrans. Donc, le discours de à la maison, c'est pas d'écran, mais en même temps, à l'école, il y en a. Comment on gère ça ? C'est extrêmement compliqué, je pense, de faire reposer sur les parents
en fait, l'exigence irréconciliable entre faire les devoirs via les espaces numériques de travail, les ENT, ou environnement numérique de travail, les applis, Pronote, École Directe, etc., qui conduisent les enfants dès le collège à devoir se connecter pour accéder aux Régulièrement, devoirs, aux cours, etc. Donc ça, il y a un vrai enjeu, je pense, pour l'institution et pour les établissements à prendre en charge vraiment ce rapport au numérique de qu'est-ce qu'on construit autour de ces usages du numérique. Et donc cet impératif de connexion et nécessairement avec cette responsabilité d'avoir que des usages scolaires, puisqu'on sait très bien, en fait, quand on a un adolescent à la maison, que quand l'heure des devoirs arrive, alors, il y a la tablette, l'ordinateur, etc. En même temps, il y a le téléphone avec tous les groupes WhatsApp, classe, les groupes de sociabilité sur lesquels on discute en même temps des devoirs. En même temps, on peut découvrir des professeurs qui font un travail formidable sur YouTube, qui peuvent expliquer un cours, apporter des compléments d'information sur YouTube ou d'ailleurs sur des plateformes publiques comme Lumni qui sont des ressources extraordinaires pour pouvoir approfondir un cours ou entendre une notion dite différemment. Donc en fait, les écrans, ils sont à cet endroit-là dans quelque chose qui peut relever à la fois de la sociabilité, parfois un petit peu du divertissement, mais parce que c'est sous une forme un peu plus ludique. Et puis en même temps, l'application. Donc les parents sont au milieu de tout ça, dans une grande difficulté. Donc je pense que ce qu'il faut, c'est essayer de... En fait, la seule solution, et on se dit, on a fait 3 fois le tour de la planète, on s'est fait des nœuds dans le cerveau, mais enfin, on en revient toujours au même endroit, c'est la question du dialogue avec son enfant. Donc c'est-à-dire que quand on... Voilà, essayer de voir ce qu'il fait avec ses écrans, et quand on voit que c'est parti plus sur une discussion, donc ça demande de la disponibilité, c'est pas forcément du flicage, mais essayer de voir comment est-ce qu'il arrive vraiment à donner du sens à ses usages et à mettre l'outil numérique au service de sa performance scolaire en quelque sorte. Est-ce qu'il arrive à faire ça? Est-ce qu'il a besoin de nous à un moment pour qu'on l'aide à trouver la bonne source, le bon usage? Et ça, il n'y a que le dialogue et la relation de confiance finalement qui permet ça, parce que vous pouvez mettre tous les logiciels de contrôle ou enfin, ça pourra pas aider à résoudre en fait cette conflictualité qui est on est responsable du temps d'écran de nos enfants, mais dans ce temps d'écran, il y a tellement de choses. Et notamment les devoirs, et notamment ce qui se passe à l'école. qui se passe à l'école. Et tout ça, parfois, est tellement entremêlé que c'est impossible, finalement, de se dire, bon, bah là, tu vas être que 1 heure sur l'apprentissage, et puis ensuite, tu pourras discuter avec tes copains 20 minutes, parce que tout ça est lié. Est-ce que tu crois que l'école a un rôle à jouer aussi dans cet finalement apprentissage des médias? Est-ce que tu crois qu'ils sont suffisamment outillés, comme les parents? L'école joue un rôle majeur. Moi, je travaille au Clémy, le Centre pour l'éducation aux médias et à l'information, donc on forme des enseignants. Le Clémy, c'est un service de réseau Canopé qui est l'opérateur du ministère de l'Éducation nationale pour former les enseignants. Donc, il y a un enjeu majeur de formation initiale et continue des enseignants à comment mettre le numérique au service des apprentissages avec du sens. Et aussi pour améliorer, parce que en fait la question du numérique, elle suscite aussi énormément de peur et de crainte de la part des parents, mais aussi des enseignants qui ont parfois l'impression que c'est quelque chose qu'on subit, des équipements qui sont pas forcément penser au regard des usages, des pratiques pédagogiques des enseignants. Donc, il y a vraiment un dialogue à engager avec les enseignants pour que ces outils-là, ils soient au service de l'enseignement, de la transmission, et parfois vraiment pour améliorer, pour les soulager, et pour faciliter aussi la communication avec les élèves, avec les familles. Donc, tout ça, ça doit être évidemment pensé ensemble. Et c'est le terme qu'on utilise de coéducation, vraiment d'alliance en fait, de comment on arrive à faire alliance avec, avec les enseignants, les instances de formation, l'institution scolaire et les familles pour
avoir un projet de culture commune autour du numérique, qui mettre, en fait, l'humain aussi au centre. Mmh. L'humain en tant qu'enseignant, mais aussi le bien-être des élèves. Et alors, c'est vrai que, ça, comme tu dis, ça génère beaucoup de craintes, de Oui, peurs, et notamment une que je vois comme ça, c'est de tomber dans l'addiction, oui. l'addiction aux écrans. Comment on peut détecter cette forme de dépendance Mmh. aux écrans, et notamment Mmh. chez les enfants, mais Mmh. surtout chez les adolescents? Alors, l'addiction aux écrans en tant que telle, elle n'existe pas vraiment. Il y a une addiction qui est reconnue aux jeux vidéo, qui a été reconnue par l'Organisation mondiale de la santé, mais qui concerne un très petit nombre de joueurs. Et en revanche, ce qui est très bien documenté, c'est les mécanismes addictogènes des réseaux sociaux. Et là, notamment, TikTok, je pense qu'il y a un consensus très clair aussi qui émerge sur la dimension addictive de TikTok. Donc, en fait, c'est cette question de l'adolescence où, en fait, on est accro à l'amitié et aux amis. C'est très important pour les adolescents de se sentir intégrés, d'être en Et la relation avec des reconnaissance, copains, des copines, reconnaissance et la sociale. Mm. validation et la reconnaissance. Et donc, les réseaux sociaux, ils arrivent à ce moment-là de la vie des adolescents où c'est des plateformes qui en elles-mêmes produisent de la toxicité sur tout un tas de sujets. On parlait du pouvoir de la représentation, enfin pour les jeunes filles, les représentations de la féminité, les stéréotypes sexistes qui sont véhiculés par certains contenus est réellement problématique. Ça peut vraiment saper l'estime d'elle-même. C'est des contenus qui, à trop haute dose aussi, peuvent provoquer des dépressions et sont vraiment très, très dommageables. Et pour les garçons, c'est très genré, hein, les études montrent aussi que c'est assez genré sur la pratique des jeux vidéo en ligne. En fait, ce qui motive, c'est évidemment de jouer, mais c'est aussi de retrouver ses amis. Donc, il y a je pense qu'en tant que parent, l'idée, c'est toujours de se dire que les amis, c'est très important de les voir aussi dans un contexte physique, parce que leur vie en ligne, elle est très riche, elle est émotionnellement intense, elle peut parfois être toxique et problématique, et de toujours veiller à ce qu'il y ait cette diversité, c'est-à-dire c'est normal de vouloir toujours être en lien avec ses amis et d'être toujours dans cette discussion ininterrompue, mais de leur faire prendre conscience à travers quel dispositif ils discutent. Par exemple, Snapchat, on peut parler de pourquoi les flammes, enfin, qu'est-ce que ça veut dire que d'entretenir ces flammes tous les jours? Est-ce que tu penses vraiment, on peut engager cette conversation avec eux, dire, est-ce qu'il n'y a pas une dimension un peu quantitative qui t'oblige chaque jour à entretenir tes flammes? Qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là? Est-ce que voilà, commencer à développer leur esprit critique sur ces dispositifs par lesquels ils passent pour entretenir leurs amitiés, mais qui ne sont pas neutres et qui Bien sont sûr. problématiques à plein d'égards, et toujours de veiller à ce qu'ils voient leurs amis dans les parcs, dans des activités en dehors de cette Ouais, sociabilité en ligne. ne pas substituer le lien, Oui, on va dire, physique au lien exactement. digital. Ouais. Ça fait, c'est aussi un sujet important pour les parents, c'est-à-dire, selon là où on vit, le quartier où on vit, etc., laisser ses enfants dehors. Ça va pas forcément de soi. Et donc, accepter que finalement, ils retrouvent leurs amis dehors, ça peut être une source d'angoisse parentale, mais qui parfois est totalement légitime et justifiée, et parfois pas toujours. Et il faut aussi faire la part des choses en tant que parent. Et parfois, c'est bien de se dire, oui, il peut ou elle peut retrouver ses amis au parc, même si en soi, on peut se sentir plus rassuré que l'enfant soit à la maison, dans sa chambre, à Bien l'intérieur, sûr. mais Et puis, on sait que enfin, on sait.
on constate effectivement que les parents ont cette tendance à la surprotection Oui. qui peut être naturelle parce qu'effectivement, on entend énormément de choses, etc. Mais au final, on surprotège finalement dans l'espace physique et les enfants Oui. sont moins protégés dans Oui, oui. l'espace digital. On a vu Mm. sur Netflix Oui. la série Adolescence. Oui. Moi, j'ai lu aussi le bouquin Génération anxieuse Oui. face aux écrans. Il en parle. Il en parle Mm. énormément. Mm. Et c'est vrai que, comme tu dis, on a l'impression qu'ils sont safe dans leur Ouais. chambre, mais finalement ouverts à un monde Oui. qui a été créé, c'est ce que tu disais, par des sociétés qui font tout pour capter l'attention, qui ont étudié les neurosciences pour arriver finalement à leur fin et mettre Oui. à disposition des contenus tout sauf adaptés. Donc effectivement, il y a ce lien digital qui a pour l'instant pris le pas. Il faut arriver à recréer ce lien dans Oui. le monde réel et dans le monde physique aussi, Complètement. pas en excluant le lien digital, mais en... Exactement. Et de veiller à cet équilibre et développer leur esprit critique sur ces plateformes. Ça passe aussi par l'éducation aux médias à l'information, qui est vraiment une éducation à la citoyenneté numérique aujourd'hui. En fait, c'est les rendre plus libres, plus critiques et plus en mesure aussi de tirer parti de ces outils au profit de leurs propres projets et de ce qu'ils veulent eux avoir comme vie pour éviter d'avoir cette impression d'être piégés, d'être captés, d'être soumis, parce qu'ils en ont, en fait, ils en ont la plupart conscience de ces pièges. Et alors c'est vrai, quand on est face à l'addiction, on aurait tendance à se dire je coupe tout. Est-ce que c'est ce qu'il faut faire ou est-ce que finalement c'est contre-productif ? Alors, plus que l'addiction, je dirais par rapport à cette surcharge, à cette sursollicitation, à cette fatigue profonde, en fait, de surconnexion, d'hyperconnexion. Moi, je trouve que ça fait du bien de couper, d'avoir des îlots, en fait, de déconnexion. Alors, soit dans une journée, soit dans un week-end. Je pense que c'est bien aussi d'expliquer à nos enfants pourquoi on en a besoin et de le faire ensemble. Et certains adolescents confient même parfois leur téléphone à leurs parents pour justement se permettre de se déconnecter. Et je crois que oui, c'est très sain, c'est très joyeux. Ça fait beaucoup de bien de retrouver voilà, des moments où les écrans n'ont pas le droit, en fait, d'interférer dans nos relations et dans notre attention, dans les regards qu'on se porte, dans un échange soutenu comme celui qu'on est en train d'avoir, sans qu'on soit sans arrêt en train de se dire j'ai une notification, je dois répondre. Voilà, et de préserver ça et de leur transmettre ce goût-là, ce goût de pouvoir, oui, parfois le temps d'un week-end ou parfois le temps d'une après-midi, juste faire du sport, se balader, rester à la maison tranquille. C'est pas la peine de se mettre la barre trop haut non plus au niveau des activités. Mais oui, je pense qu'on en a besoin et on en aura de plus en plus besoin. Bien sûr. Et c'est vrai que les parents, je pense, peuvent appréhender le conflit qu'il peut y avoir, et notamment avec les adolescents. Alors, comment instaurer finalement un cadre assez clair sur l'usage des écrans sans forcément partir au clash systématiquement? Ce que je trouve intéressant avec les adolescents, pas avec les enfants qui sont plus jeunes, mais avec les adolescents, c'est vraiment de les impliquer dans cette charte de bonne conduite ou charte de déconnexion familiale. Et quand on leur pose la question, on leur dit... eh bien, écoute, selon toi, quel est le temps d'écran raisonnable que tu devrais consacrer, par exemple, à tes jeux vidéo, je sais pas, par semaine, par jour? Rarement, ils répondent 60 heures par semaine, ou ils vont pas répondre des choses. Vraiment, si on arrive à instaurer ce rapport de confiance et de respect avec l'adolescent et de responsabilisation pour faire un pacte familial qui engage aussi les adultes, c'est-à-dire que on est à table, alors sauf cas exceptionnel, urgence, etc. On n'a pas nos écrans. Le petit déjeuner, si c'est un rituel dans votre famille, on peut se dire aussi pas d'écran à ce moment-là. Et donc je pense que plus
le pacte est conçu ensemble et collectivement discuté, et il peut toujours évoluer et il peut toujours y avoir des exceptions. C'est pas non plus l'idée de créer un carcan, mais on a vraiment intérêt à penser ça avec eux, notamment pour ne pas les laisser dormir avec leur smartphone. Ce qui est vraiment un danger très important pour leur sommeil, pour leur équilibre. Et en fait, il y a un truc aussi qui est peut-être très bête, mais qu'il faut... Enfin, plus on explique et plus ça marche, en fait. Si on leur dit, mais en fait, moi, je veux pas que tu dormes avec ton téléphone, mais c'est pas pour t'emmerder. En fait, c'est parce que si tu dors avec ton C'est téléphone, expliqué, oui. tu vas être tenté de le regarder. En fait, c'est comme si tu avais un paquet de bonbons. Et tu vas être sans arrêt en train d'aller vouloir checker tes notifications parce que c'est comme des bonbons pour ton cerveau. C'est Elena Pasqualini, qui est une chercheuse qui dit que les effets des notifications, c'est comme des gâteaux pour notre cerveau. Et je trouve que cette analogie, elle fonctionne très bien. Et si on leur répète, si on le répète, ils finissent par prendre conscience qu'en fait, la limite, c'est du soin qu'on leur apporte, c'est de la protection. Et donc voilà, cette charte, il faut aussi se dire, derrière chaque limite, il y a une explication dont tu as conscience et qu'on va essayer de s'appliquer ensemble. Et justement, est-ce qu'on peut continuer à discuter de comment recréer du lien, tu vois, en famille, justement. Est-ce que tu as d'autres types de rituels ou de moments sans écran à suggérer? Mais je trouve que des moments sans écran, ils sont aussi importants que les moments partagés avec écran. Ou par exemple, quand on a un adolescent, de s'intéresser à son fil d'actu, TikTok, à ce qu'il fait sur Snap, à ce qu'il va regarder sur Insta, de lui dire « j'ai envie que tu me partages ce que tu vois et qui t'intéresse sur ces réseaux ». Parce que déjà, pour lui faire prendre conscience de qu'est-ce qu'il voit, qu'est-ce qui l'émeut, qu'est-ce qui le fait rire, qu'est-ce qui le rend triste, qu'est-ce qui l'énerve, je trouve que c'est très riche et c'est tout aussi important que d'avoir des moments de déconnexion, totale et de vraiment aussi expliquer pourquoi c'est important parfois de privilégier la lecture papier. Enfin, je trouve que la question de la lecture, elle est aussi centrale dans tout ce dont on parle, parce que les adolescents lisent quand même, ont tendance à beaucoup lire sur écran. Et puis, dans certains établissements, les manuels ont été remplacés par des tablettes, etc. Et donc, dans les moments de déconnexion, leur transmettre le goût de la lecture, c'est archi basique de dire ça, mais voilà, aller dans des bibliothèques, des médiathèques, c'est super. C'est super. C'est super. Quand on peut le faire et quand il y en a une à côté de la maison, c'est parfois des choses auxquelles de stimuler la curiosité autour de choses. Et aussi, je pense que pour recréer le lien et le dialogue, il faut résister au découragement. Parce que quand on a pris des mauvaises habitudes... ce qui peut arriver à tout le monde avec les écrans, quand on va proposer par exemple une sortie à la médiathèque ou d'aller se balader, ça va être reçu comme genre vraiment j'ai pas envie, pas du tout. On va partir de très très loin en termes de désirabilité de la proposition. Donc il faut pas lâcher. En fait, il faut pas se décourager. Et il faut parce que plus le lien va se recréer, mais petit à petit, ça va pas être un truc miraculeux où du jour au lendemain, on va retrouver le dialogue avec son enfant, où on va pouvoir repartager des activités en dehors des écrans. Il va falloir, y mettre un peu du sien, ça va demander des efforts et parfois... parfois on est trop fatigué et c'est pas grave. On a le droit aussi de parfois renoncer à se battre tout le temps pour essayer de sortir, pour essayer de faire des choses avec eux. Mais c'est vrai que d'avoir tous ces petits rituels autour des jeux de société, autour des discussions, des conversations, des promenades, des sorties. Et c'est remettre aussi un peu... moi, j'aime beaucoup aussi tout ce courant des micro-voyages, micro-aventures, de se dire allez, on prend une ligne de bus et on va jusqu'au bout de la ligne de bus et on va sûrement découvrir des choses plutôt que des grandes vacances ou des grands déplacements. On peut remettre aussi un peu d'aventure dans des choses hyper simples et assez peu coûteuses pour redonner le goût aussi d'être connecté à soi et entre nous plus que à travers les écrans. On a parlé de l'importance d'avoir un sens critique face à ces écrans et au contenu. Donc, comment on peut aider nos enfants et nos ados à développer finalement un rapport sain
Mmh. et critique Oui. face aux écrans. Bah, comme je te l'ai dit tout à l'heure, déjà ça commence par soi. Si nous, on a réussi à développer un rapport sain et critique, ce qui est un long chemin et ce qui est un chemin tous les jours, ça va être beaucoup plus simple de leur transmettre ça. Donc ça implique aussi de la curiosité, de s'intéresser en fait à qui sont les concepteurs de toutes ces applications, quels sont leurs objectifs, quels intérêts en fait ils ont, les modèles économiques, de comprendre qu'en fait dans ce modèle économique de la captation de l'attention, c'est nous la marchandise, hein, c'est notre temps, et que notre temps il est précieux, il n'est pas extensible, et que donc quand on sait aujourd'hui que les adolescents passent en moyenne 5 heures par jour sur leur smartphone en C'est dehors de énorme. l'école, bah, c'est presque une demi-journée. Donc tout ça, en fait, il faut voilà, leur transmettre cette conscience-là, sans forcément les culpabiliser, les juger ou moraliser la question, mais de dire, bah, on est ensemble. Et on va faire en sorte qu'ensemble, on aille mieux. Et surtout quand on voit que des enfants, des jeunes filles ou des jeunes garçons sont vraiment en difficulté relationnelle, qui s'isolent progressivement, qui sont anxieux, voilà, ces réseaux sociaux peuvent aussi les confronter à des contenus auxquels ils n'étaient pas prêts, auxquels ils vont avoir des difficultés à aussi verbaliser après leurs Mm. émotions. Donc c'est aussi être capable d'accueillir voilà, d'accueillir les émotions que constitue aussi tout ce qu'ils vivent sur ces réseaux-là. Et franchement, c'est un défi, hein. C'est un défi parce que il y a un décalage de temporalité entre nous, le chemin qu'on fait, entre l'école, ce qu'elle fait comme chemin en termes de formation pour les enseignants, en termes de capacité à offrir des cours d'éducation numérique, d'éducation média à l'information, et la temporalité du progrès technologique. On le voit avec l'IA. Enfin, en fait, il y a une accélération aussi très forte. Les usages se renouvellent Change en très, permanence, très, bien très sûr. Ouais. rapidement. Et Même nous, on a du mal à suivre, donc. exactement. Et cette phrase, j'ai du mal à suivre, en fait, elle est là en permanence chez les parents, mais aussi chez les enseignants. Et donc, ouais, c'est cette réconciliation-là des temporalités qui est un vrai défi. Mm. Et quel rôle, bah, justement, joue l'éducation aux médias dans cette responsabilisation? Bah, l'éducation média à l'information dans le temps scolaire, c'est-à-dire à l'école, c'est un enjeu de justice sociale majeure et d'égalité et de citoyenneté, parce qu'en fait, tous les parents n'ont pas la possibilité, ni la disponibilité, ni la compétence, et parfois l'envie de transmettre cette éducation critique aux médias, au numérique à leurs enfants. Et on ne Mm. peut pas demander aux parents de le faire. Enfin, certains parents le font et c'est Mm. très bien. Mais il y a beaucoup d'inégalités qui se jouent à cet endroit-là. Mm. Donc, le fait que l'école elle puisse nous permettre d'apprendre cette langue qui, si on ne la parle pas, nous prive en fait d'une compréhension du monde dans lequel on vit et de notre capacité à devenir pleinement citoyens, des citoyens éclairés en mesure de faire des choix, de nous informer, de comprendre en fait les mécanismes de la désinformation, les mécanismes de la manipulation de l'information qui sont de plus en plus sophistiqués. C'est à l'école de jouer ce rôle-là. Mm. Bien sûr. C'est parce que les parents, tout ne peut pas reposer sur leur épaule de ce point de vue-là. Mm. Et donc, si tu avais 2-3 conseils à donner aux parents qui nous écoutent, concrets, pour initier finalement un changement à la maison, pour que ce soit un peu plus serein, ce sujet des écrans, quels seraient-ils? Je trouve que c'est difficile les conseils parce que on est tellement différents. Enfin, Bien sûr, je veux dire, ce les qui va situations ne se marcher, ressemblent pas, voilà, bien pour sûr. toi, va pas marcher pour lui ou pour elle. Et donc, voilà. Moi, je dirais il y a un truc, c'est de lâcher le culte de la performance. Enfin, arrêter d'être un parent parfait. Essayer d'arrêter d'être... et la performance et la perfection, ça peut être différent. Bien sûr, chacun Voilà. à son échelle. Chacun a ses critères. Voilà. Mais il y a quand même beaucoup de parents et beaucoup de mères notamment qui se culpabilisent en permanence de ne pas être assez haut niveau. Donc déjà, être sympa et gentil avec soi-même, de là où on est. Et à partir de là où on est, et si on a réussi en fait à faire cette forme de bienveillance avec soi-même, et peu importe si on a l'impression parfois d'avoir abandonné la question des écrans, d'avoir lâché prise, etc., c'est de dire c'est jamais trop tard pour renouer le dialogue, pour s'intéresser à ce que nos enfants font, pour reprendre la main avec eux. Vraiment dans une stratégie d'alliance, quoi. C'est-à-dire, c'est pas toi contre moi, c'est nous
contre cette invasion aussi des écrans, ces stratégies de captation de l'attention qui parfois nous font du mal. Et c'est toi et moi aussi pour découvrir des trucs super, pour partager des contenus trop bien qui vont nous rapprocher en fait, qui vont nous faire du bien. Donc c'est vraiment d'avoir cette stratégie. Et puis un conseil aussi, c'est de poser un cadre parce que la question des limites, elle est primordiale pour la santé des enfants. Et là, je parlais des ados, mais pour la question des enfants, il y a quand même cette idée de un cadre qui est adapté à chaque possibilité de famille, à chaque configuration familiale. Mais je pense que ce cadre, il est essentiel parce que dans la vie quotidienne, en fait, on a sans arrêt des demandes des enfants par rapport aux écrans. Et quand on ne sait pas dire oui ou non, en fait, quand on a défini ce cadre, on dit non. Si par exemple, on a dit pas d'écran la semaine et que l'enfant vient, je sais pas, le lundi, on dit non, tu te rappelles, on a dit ensemble qu'il n'y avait pas d'écran la semaine. Pourquoi ? Expliquer le sens de la limite, etc. Et donc ça aide beaucoup aussi parce que c'est vraiment quand on a posé un cadre clair qui évolue, mais on sait comment dire, pourquoi dire oui, pourquoi dire non à chaque moment. Et ça préserve aussi la santé sur la question de ce qu'on disait tout à l'heure, de limiter le temps d'écran pour préserver leur capacité attentionnelle, leur sommeil, la qualité de leur sommeil, et puis l'exploration des jeux et parfois de l'ennui parce que on a tendance aussi à toujours vouloir suroccuper les enfants. Et on dit oui, s'ennuyer de temps en temps, c'est comme effectivement c'est vachement bien. C'est bien. Mais c'est vrai, donc c'est un maximum de communication effectivement et poser un cadre, le communiquer aux enfants pour qu'ils le comprennent. Pour qu'ils se sentent aussi auteur du cadre. Et puis c'est vrai que c'est quand même important de prendre conscience de ces effets néfastes et c'est pas tout ou rien, c'est-à-dire on n'est pas obligé de passer dans 0 écran du jour au lendemain. Et c'est ce qu'on disait au tout début, c'est la mesure, quoi. C'est la mesure et c'est le bon sens, c'est ce qui nous convient à nous. Et c'est pour ça que parfois si ça sert à rien de se culpabiliser si on se dit moi par exemple il y a des gens qui sont des dompteurs d'algorithmes et qui ont beaucoup de plaisir sur les réseaux sociaux parce qu'ils ont que des contenus super. Il n'y a pas non plus matière à se flageller si on passe quelques minutes sur Instagram. Mais si on s'analyse soi-même et qu'on se dit en fait ma pratique des réseaux sociaux ou ma pratique du numérique liée à des raisons professionnelles, elle m'empêche de profiter pleinement des moments de famille, elle m'empêche de profiter des moments amicaux, elle m'empêche de profiter en fait de certains moments que j'estime en fait aussi précieux que cette surconnexion. Si on identifie ça, il faut en fait tout commence par un peu d'introspection. Quoi. Tout commence par soi, mais ce qui est aussi hyper important, c'est que je veux dire tout ne repose pas sur soi. En fait, ça commence par soi, mais en fait, on peut pas non plus se dire je suis responsable si je n'arrive pas en fait à réguler mes usages, si je n'arrive pas à avoir ces usages qui sont selon moi les plus sereins possibles ou les plus positifs pour mon bien-être, c'est pas forcément de notre faute non plus. C'est parce que comme on l'a dit, et je vais pas le répéter, il y a quand même une industrie derrière qui nous conduit à avoir des usages qui sont pas forcément ceux qu'on voudrait avoir. Donc toi aussi, tu es maman. Oui. Qu'est-ce que la parentalité t'a appris sur toi, même indirectement ? La parentalité, c'est quoi la phrase ? C'est avant j'avais des principes, maintenant j'ai des enfants. Je trouve que la parentalité, ça apprend à douter. À bon escient, c'est-à-dire à se remettre en question. Alors, je dirais pas tout le temps à douter de tout, et en permanence, et surtout pas forcément douter tout le temps de soi. Mais en tout cas, ça permet de se rendre compte qu'entre ce qu'on croyait ou ce qu'on avait envie, en fait, la vie est pleine de surprises et elle nous oblige à improviser, et elle nous oblige à parfois avoir une danse de tango entre ce qui est la vie de famille et le fait de voir grandir les enfants qui est pas qui est pleine de rebondissements. Et donc moi ça m'a appris je crois à mieux douter et à accueillir l'improvisation, non pas comme quelque chose sur lequel il fallait se coincer, mais essayer d'accepter le mouvement de la vie.
Et qu'est-ce qui est important, pour toi, à ton équilibre et qu'est-ce que tu mets en place au quotidien pour essayer de le préserver? Alors ce qui est important pour moi, c'est de réussir à trouver un équilibre entre vie pro, vie perso. Et je trouve que c'est un défi de tous les jours qui demande des arbitrages quotidiens et chaque jour, il y a des nouveaux défis et chaque jour, il y a des solutions et parfois, il y a pas de solution et je trouve que c'est vraiment, enfin voilà, un défi hyper dur à voilà, je sais pas qui sont les femmes qui ont résolu ce problème et si elles existent, bah, chapeau parce que je trouve que vraiment c'est difficile, de voilà, d'équilibrer de manière sereine, voilà, ce qu'on voudrait être pleinement avec nos enfants, on voudrait être pleinement dans notre vie professionnelle quand elle nous intéresse, on voudrait aussi pleinement parfois être, avec nos amis, avec notre conjoint et en fait, à force de vouloir être partout, bah, on est un peu à moitié nulle part et voilà et donc cette pleine présence partout, clairement, elle n'est pas possible. Donc voilà, comment réussir à concilier ça? Et moi, je le prends, voilà, j'essaye de pas me mettre la barre trop haut, de faire ce que je peux. Mais entre ce qu'on dit et ce qu'on fait, voilà, c'est vraiment accepter d'être moins dur avec moi-même. Je trouve que ça aide en fait de se dire de s'accepter et d'accepter on fait comme on peut, du mieux qu'on peut. Mais c'est une lutte du quotidien. Et si tu pouvais donner un conseil à la jeune maman que tu étais, à l'époque, quel serait-il? Euh, Mais en fait, les conseils que j'aurais envie de lui donner la feraient encore plus culpabiliser. Donc, je vais pas lui donner de Donc pas de conseils? Non, non, parce que je trouve quand on est jeune maman, en fait, on écoute beaucoup les conseils et qu'aujourd'hui, en fait, enfin, j'aurais envie, en fait, profondément de me conseiller de mieux arbitrer certains choix, voilà, professionnels, personnels. Parfois, j'ai l'impression que ma vie professionnelle a pris trop de place, mais voilà, maintenant je dis à la jeune maman, c'est pas grave, t'as fait ce que t'as pu. Merci beaucoup Virginie pour tous Merci à ces toi. éclairages. Merci Merci. beaucoup.